Sujet d'actualité brûlante en ce début d'année 2022, la citoyenneté est au cœur des travaux du Césaire Hauts-de-France. Sur cette thématique, le Césaire a décidé d'analyser son propre rôle en tant qu'acteur de la représentation citoyenne. Il s'agit de déterminer les apports spécifiques du Césaire dans l'ensemble du processus démocratique et de comprendre sa participation à la structuration de l'expression des citoyens. À ce titre, un séminaire fut organisé en décembre 2021. Quelques propositions, recommandations phares pour faire un Césaire des Hauts-de-France qui soit plus à l'écoute des citoyennes et des citoyens de la région. Ce qui a été présenté là, c'était que oui, on est suffisamment qualifiés, on est quand même les réceptacles collecteurs de toutes les personnes qu'on représente et que normalement, on devrait pouvoir faire remonter, si on allait chercher sur le terrain toutes ces personnes qu'on représente, on pourrait faire remonter les bonnes questions et les bons sujets. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas c'est le ressenti, c'est que peu de citoyens sont concernés par certains débats, des débats qui ne les concernent pas systématiquement. Les citoyens se sentent assez éloignés des lieux de décision. Ils présentent un certain désintérêt selon les sujets qui sont évoqués. Et il semblerait qu'ils soient un petit peu plus concernés par des sujets locaux, des sujets proches. La portée des consultations sont de toute façon aux mains des élus. Donc quel est l'intérêt de ces consultations ? Et cette représentativité, souvent, elle est déjà ciblée. C'est souvent un petit groupe qui s'identifie. Et par conséquent, il n'y a pas du tout de représentativité des citoyens dans ces consultations. On peut par exemple mettre en place des plénières collectrices de sujets de société. On peut préparer des enquêtes publiques où les gens s'expriment. A été évoqué également dans les contributions et dans l'atelier ce matin l'idée de mettre en place des plateformes participatives et qu'il est tout à fait possible, sans dévaloriser le rôle premier du Césaire, d'aller chercher l'information pour certains sujets, peut-être un petit peu plus pointus, auprès des citoyens. Pour alimenter ses travaux, le Césaire a invité Éric Chevet, président de Césaire de France, lors du rendez-vous La place des Césaires dans les démarches de démocratie participative. Ce temps d'échange a été l'occasion de connaître les expériences et pratiques mises en œuvre par le Césaire Centre-Val de Loire depuis 2017 sur la démocratie en région. L'intervention d'Éric Chevet permit notamment de revenir sur les définitions et les formes de la démocratie, le positionnement des corps intermédiaires et la représentativité du Césaire. C'est pas forcément la saisine citoyenne qui a changé notre façon de travailler, mais petit à petit, on sent bien que notre façon de travailler évolue compte tenu de l'environnement qui évolue. Je vous dis qu'on est dans une fenêtre de tir absolument exceptionnelle. Il faut pousser notre avantage. C'est ce qu'on essaye de faire avec Césaire de France. On pense qu'il faut qu'on retrouve une légitimité directe dans un certain nombre d'organisations. On pense évidemment à la CTAP, Conférence territoriale d'action publique. Aujourd'hui, on n'y siège que par l'intermédiaire du bon vouloir de la région. Il faut revenir à ça. Il faut qu'on revienne dans les comités de bassin. Donc ça, il faut qu'on reprenne pied en disant que quand on siège dans une organisation, on ne représente pas un intérêt catégoriel, on est déjà sur un intérêt collectif. Notre souplesse de fonctionnement vient de ce qu'il y a très peu de choses dans la loi nous concernant. Et donc ça, c'est plutôt bien parce que tout est dans le règlement intérieur, donc ça se négocie au renouvellement à chaque fois. Spécialiste du droit public et membre du laboratoire de recherche CURAP sur les actions publiques, Marine Fleury travaille sur les associations des citoyens à la prise de décision publique. Elle développe le concept de démocratie délibérative et notamment celle incarnée par la Convention citoyenne pour le climat, dont elle a été membre légistique.
Là où c'est vraiment nouveau dans la Convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment sur l'ampleur du dispositif, à la fois les moyens financiers qui ont été alloués à ce dispositif, l'enceinte dans laquelle s'est tenue cette convention, le CESE, mais aussi l'objet même du mandat qui était donné aux citoyens, puisque les citoyens étaient amenés à prononcer leurs propositions sous la forme de textes juridiques qui soient législatifs et réglementaires. Et de ce point de vue-là, c'était très 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 nouveau, puisque on faisait figurer ici aux citoyens la possibilité d'être presque des co-législateurs, ou en tout cas de participer à l'écriture du droit pour faire évoluer les politiques publiques en matière environnementale. C'est sûr que c'est une stratégie de légitimation. Et de ce point de vue-là, la Convention citoyenne pour le climat, son histoire même, sa genèse, elle traduit ce mouvement assez classique des autorités administratives que de chercher à se légitimer en non pas redonnant le pouvoir aux administrés ou aux citoyens, mais en leur redonnant la parole. Et donc ça pose un défi quand même, c'est vrai, et de mon point de vue, au moins ça suppose un effort de justification très fort des pouvoirs publics lorsqu'ils décident de s'écarter, de ne pas suivre l'opinion impartiale du public. Et ça, quand on observe la manière dont la Convention citoyenne s'est terminée, il me semble que, de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas joué le jeu de cet effort de justification, ce qui explique, de mon point de vue, la note très sévère qu'ont alloué les citoyens à la manière dont ils avaient reçu leurs travaux. Le côté positif du bilan, c'est que ça a démontré que des citoyens ordinaires, quand on les place dans une situation, moi, que j'appelle d'oisiveté civique, c'est-à-dire qu'on leur laisse le temps et on leur donne de l'argent pour réfléchir à des questions d'intérêt public, ils s'investissent, ils travaillent et ils arrivent à produire des solutions. Donc il me semble que le préalable nécessaire, en tout cas à toute forme de renouvellement de ce type d'expérience et à leur institutionnalisation, le cas échéant, c'est de s'interroger sur une question qui est éminemment politique, c'est pourquoi réunir ces publics tirés au sort? Pourquoi faire? Dans quel but? En d'autres mots, Loïc Blondiot s'est exprimé dans le cadre d'un rendez-vous du Césaire sur les démarches de démocratie participative, durant lequel il interroge les mécanismes de participation citoyenne et leur avenir, et qui fait l'objet, selon lui, d'une évolution contestée et entravée par de multiples facteurs. Alors la démocratie participative, si on veut la définir très rapidement, ça renvoie au sens large à toutes les démarches, dispositifs, procédures qui visent à associer les citoyens ordinaires au processus de décision. La démocratie qui est la nôtre, qui a pour nom démocratie représentative, aujourd'hui est en train de vivre très vraisemblablement ces dernières heures. Elle est à l'agonie en quelque sorte. C'est une forme de gouvernement qui connaît aujourd'hui un processus d'effondrement. Après 2 siècles et demi environ d'existence. Il faudrait que je vous en fasse la liste. Très souvent, on me dit, mais quelles sont les techniques qui marchent, les dispositifs qui ont fait leurs preuves à l'étranger, etc. Non, tout est là. Tout est là, c'est-à-dire que on sait comment associer des citoyens au processus de décision. On sait comment les consulter par voie numérique ou par voie physique. On sait comment les associer à une réflexion à long terme. Et il y a toute une ingénierie de la participation qui est particulièrement aujourd'hui sophistiquée, développée. Ça marche pas toujours, mais ce qui manque, c'est la volonté politique de faire produire des effets à ces démarches et à ces dispositifs. Malheureusement, tout ce qu'on appelle la démocratie participative aujourd'hui s'apparente à une promesse, mais une promesse qui n'est pas tenue. Alors, il y a quand même des conditions, des impératifs, des règles à adopter qui définissent autant de conditions nécessaires mais pas suffisantes pour que la participation ne produise pas plus de frustration que de légitimité. La première condition, c'est la clarté et la sincérité du cadre. En fait, de quoi va-t-on parler? Quelle est la marge d'influence de la participation? Quelle est la possibilité d'influence de la participation pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour qu'on sache très clairement ce sur quoi les citoyens peuvent débattre, les laisser croire qu'ils peuvent agir sur l'opportunité
d'un choix, alors que ça n'est pas le cas, est un mauvais coup fait à la démocratie. Et ça va avec une volonté politique, toujours dans ces mêmes conditions, une volonté politique affirmée et réaffirmée au plus haut niveau. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu observer en matière de participation me laisse à penser que si le chef de l'exécutif, la présidence de la collectivité locale et la direction générale des services ne sont pas convaincus toutes les deux qu'il faut de la participation, ça ne peut pas marcher. Quand c'est un élu minoritaire ou un délégué très loin dans la hiérarchie, ou quand le DGS fait blocage, c'est même pas la peine de commencer, puisqu'il n'y a pas de volonté politique. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir une idée, même approximative, de l'impact actuel, potentiel, vis-à-vis de l'ensemble des citoyens? Mais concrètement, les mecs, ils nous poussent, ils nous challengent, et c'est le principe de fonctionnement qu'on a introduit. Et que, oui, effectivement, il va falloir qu'on associe les gens qui ont déposé des idées qui sont devenus des projets à la réalisation de ces idées, en fait. C'est exactement ce qu'a entrepris la ville de Ronchin, représentée ici par l'adjoint au maire à la citoyenneté, Jérémy Cadard. En effet, en plus des traditionnels comités de quartier ou conseils des jeunes, la ville a lancé en 2021 la première édition de son budget participatif. Le jury citoyen, en lien avec les services de la ville, a eu pour mission d'amener les meilleurs projets à la dernière étape de ce budget participatif. Ça vient répondre à une attente de participation citoyenne qui est un peu déconnectée justement du rythme des instances, qui est plus je me mobilise quand j'ai envie ou quand le sujet m'intéresse, et le budget participatif répond à ça en fait. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on y a adossé un jury citoyen qui nous oblige en fait entre ce que les élus, ce que l'administration, ce que même les porteurs de projets vont apporter comme idée, qui va être mouliné avec un certain nombre de critères qu'on a mis en place en amont pour savoir qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, le jury citoyen, justement, apporte un peu un contre-feu du regard citoyen, avec le bon sens citoyen, qui s'émancipe complètement des règles de fonctionnement d'une collectivité au quotidien, les marchés publics, etc. Et concrètement, on a organisé ce qu'on a appelé la fabrique de la citoyenneté, qui a été une espèce de grande enquête en ligne, qui nous a permis d'identifier les attentes des gens. Mais pas forcément ceux qui étaient des habitués des instances participatives. Parce qu'en fait, dans les comités de quartier, c'était plus ou moins tout le temps les mêmes, et des gens plutôt âgés. Et des gens qui tournaient souvent vers les mêmes sujets, qui sont souvent des problématiques de bout de trottoir, de crottes de chien et de mauvaise taille des haies. C'est dommage en fait de cantonner la démocratie participative à ça. Et en fait, on s'est rendu compte que par rapport aux attentes qui étaient exprimées par les gens pendant notre campagne, mais aussi pendant ce qui ressortait de la fabrique de la citoyenneté, il fallait revoir le format, il fallait revoir la manière de se réunir, il fallait revoir les temporalités de travail, il fallait revoir aussi les sujets, les thématiques mis au débat. Lorsque on permet à des gens de prendre une part d'un budget d'investissement et qu'on leur propose via un budget participatif de proposer des idées, qu'on va venir les accompagner pour que ces idées deviennent des projets, on va faire de l'idéation, et qu'un jour ce projet sera concret et qui produira quelque chose, du lien social, un renforcement de biodiversité, un nouveau service ou je ne sais quoi d'autre sur le territoire communal, pour le citoyen qui ne se sentirait pas forcément directement concerné par ce qui se passe derrière les fenêtres de la mairie, je pense que c'est quelque chose qui va l'obliger à se sentir concerné. Hyper voisin, hyper projet. Je vous en dis pas plus, projet en région parisienne, de mobilisation de tout un réseau de voisins sur un quartier. Voilà, donc j'en dis pas plus. Si vous voulez découvrir cette expérience, vous allez avec Vianney et Olivia. À l'instar de Ronchin, certaines villes ont bien avancé sur ce terrain et d'autres collectivités locales ont besoin de progresser sur ces questions de participation. Et donc à ce titre, le CERD, Centre Ressources du Développement Durable, a lancé un club des territoires participatifs pour accompagner 13 collectivités des Hauts-de-France qui se sont portées candidates sur un cycle de qualification pour devenir des territoires participatifs. Et donc on va pendant 1 an les accompagner à découvrir des méthodes, des pratiques de travail, des nouvelles organisations de travail qui vont venir revisiter ce qu'elles font plutôt traditionnellement, habituellement, pour mieux intégrer la participation, mieux intégrer la parole citoyenne dans l'élaboration des projets et des politiques publiques. À l'issue de ce cycle, ce que l'on souhaite, c'est que ces
13 collectivités aient conscience que la manière de faire des projets locaux, de penser les politiques publiques doit être revue et qu'elles doivent oser sortir des habitudes et oser parler de coopération, mettre en place des dispositifs qui sont beaucoup plus inclusifs en termes de participation citoyenne, qui reconnaissent la plus-value de la participation citoyenne. Et on les perçoit comme des ambassadrices pour qu'ensuite nous, on puisse valoriser ce qu'elles font, communiquer dessus, et puis aussi ne pas s'arrêter là et recruter de nouvelles collectivités qui pourraient s'engager dans un nouveau cycle si on a la possibilité d'en lancer un. D'autant qu'on lance sur ce semestre 2022 un réseau régional des territoires participatifs, donc qui lui est beaucoup plus ouvert, mais dans lequel on souhaite que nos 13 collectivités jouent un rôle de territoire pilote qui peut embarquer d'autres territoires en montrant tout ce qu'elles ont fait dans ce cycle. Pour permettre aux citoyens d'adhérer à une démarche collective, il est nécessaire de maintenir une structure qui remet les corps intermédiaires représentatifs au cœur du processus démocratique, en respectant leur diversité, leurs différences et par conséquent leur richesse. Dans ces termes, le Césaire de France, avec ses missions spécifiques, a toute sa place et sa légitimité dans cette complémentarité et peut la conforter. Il s'engage à faire vivre la complémentarité entre démocratie représentative et participative et contribuer à l'amélioration du vivre ensemble au sein de la cité.